Je rinçais de la laitue à l'évier de la cuisine quand j'ai entendu la voiture s'arrêter dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu ma fille Lorraine sortir de sa Lexus argentée, suivie de son mari, Kyle. C'était un samedi après-midi de la mi-novembre, 6 mois après le décès de Robert. Je me suis séché les mains et je les ai accueillis à la porte d'entrée. Maman. La voix de Lorraine était sèche, professionnelle. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Kyle se tenait derrière elle, tenant un porte-document en cuir. Ma chérie, je ne vous attendais pas. Nous ne pouvons pas rester longtemps. Elle est passée devant moi pour entrer dans le salon, ses talons claquant sur le parquet que Robert avait refait des années auparavant. Nous devons discuter de la maison. Quelque chose dans son ton m'a figé. Qu'y a-t-il? Kyle a ouvert le porte-document et m'a tendu un document. Madame Thompson, ceci est un avis formel concernant la propriété au 847 Maple Ridge Drive. La succession doit procéder à la liquidation. J'ai regardé le papier. Les mots dansaient, administration de la succession, tribunal des successions, distribution des actifs. La maison sera mise en vente lundi, a dit Lorraine, sa voix stable et répétée. Vous devez être parti d'ici là. Nous avons déjà contacté un agent immobilier. Les visites commencent mardi. 48 heures. J'ai levé les yeux vers elle, cherchant une lueur d'hésitation. Lorraine, ton père n'est décédé qu'il y a 6 mois. C'est ma maison. C'est pourquoi nous devons avancer. Elle ne voulait pas croiser mon regard. La succession est ouverte depuis assez longtemps. Kyle s'est éclairci la gorge et s'est avancé, sortant une deuxième feuille de son porte-document. Madame Thompson, je veux être transparent avec vous sur la situation financière. Selon les registres du comté, cette propriété a un historique d'hypothèque datant de 2023. Il y a des impôts fonciers impayés de l'année dernière, environ $8 000. Et il y a une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qui a été ouverte en novembre 2023 pour $200 000. J'ai senti ma poitrine se serrer. Le prêt, celui que j'avais remboursé en avril. Ce prêt a été remboursé, ai-je dit doucement. L'expression de Kyle n'a pas changé. Nos dossiers montrent qu'il a été ouvert. S'il a été réglé, nous aurons besoin de documents. Mais tant que la succession n'est pas correctement administrée, nous ne pouvons pas risquer que des privilèges obscurcissent le titre de propriété. La solution la plus sûre est la liquidation immédiate. C'était une performance, fluide, répétée, conçue pour me faire sentir que c'était moi qui faisais obstacle à quelque chose de raisonnable. J'ai posé le document sur la table basse, ma main plus stable que prévu. Lorraine, je connais la loi. Même sans testament, je suis toujours la femme légale de ton père. Vous ne pouvez pas m'expulser de ma maison en 48 heures alors que la succession est encore en cours d'inventaire. Pendant un instant, quelque chose a vacillé sur le visage de Lorraine, surprise que j'ai résisté. Puis Kyle s'est avancé en douceur. Madame Thompson, nous avons consulté notre avocat. Parce que cette maison était titrée uniquement au nom de votre mari avant votre mariage, et parce qu'il y a un historique d'hypothèque important, nous avons le droit de liquider les actifs pour protéger la valeur de la succession. Vous pouvez consulter votre propre avocat, mais l'annonce sera publiée lundi quoi qu'il arrive. C'était un mensonge, ou du moins une déformation. Mais c'était dit avec une telle confiance que j'ai presque cru. J'ai regardé autour de moi dans le salon. La veste en jean de Robert était encore accrochée au porte-manteau près de la porte. Ses lunettes de lecture étaient sur la table d'appoint à côté de la tasse de café qu'il avait utilisée le matin où son cœur a lâché. La faible odeur d'Allspice s'accrochait encore au fauteuil où il s'asseyait pour lire le journal du dimanche. J'ai vécu ici 32 ans, ai-je dit doucement. Ton père a construit la terrasse arrière de ses propres mains. Nous avons planté ces rosiers l'été de tes 10 ans. La mâchoire de Lorraine s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Kyle s'est éclairci la gorge. Ce n'est pas personnel, Madame Thompson. C'est juridique. Les actifs de la succession doivent être correctement administrés. Où suis-je censé aller? Vous aurez le temps de vous organiser, a dit Lorraine. Mais cette maison fait partie de la succession de papa. Tant que la procédure de succession n'est pas terminée, la propriété est incertaine. Ils expliquaient la réalité juridique. La formulation était prudente, délibérée, conçue pour paraître officielle sans être réellement exacte. J'ai regardé ma fille, le costume cher, le sac à main de créateur,
le maquillage qui ne pouvait cacher la tension autour de ses yeux. J'ai pensé à la fillette de 10 ans qui s'était agenouillée à côté de moi dans le jardin, la terre sous les ongles, tassant soigneusement la terre autour des racines d'un rosier rose, la fille qui avait pleuré quand nous ne pouvions pas nous permettre le voyage de classe à Washington. La fille pour qui j'avais fait des doubles gardes pour l'envoyer à l'université. Quand était-elle devenue cette étrangère dans mon salon, me parlant comme si j'étais le problème? Je pense que je devrais parler à un avocat, ai-je dit. L'expression de Lorraine s'est durcie. C'est votre droit. Mais ça ne changera pas le calendrier. La maison est mise en vente lundi. Kyle a refermé le porte-document d'un claquement sec et décidé. Nous allons nous en aller. Ils sont partis sans un mot de plus. Je suis resté dans le salon silencieux, le silence pesant autour de moi. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres que Robert avait installées lors de notre rénovation. Le clou où sa chemise en flanelle préférée était encore accrochée ressemblait à une accusation. Je me suis dirigé vers la cuisine, les jambes lourdes, et j'ai cherché dans mes contacts téléphoniques un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Angela Mitchell. Elle avait été l'une de mes élèves il y a 15 ans à l'école primaire de West Asheville, à l'époque où je dirigeais la bibliothèque de l'école. Brillante, déterminée, posant toujours des questions. Elle m'avait envoyé une carte quand elle avait réussi le barreau. J'aide les familles à traverser des situations difficiles, disait sa carte. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro. Angela, c'est Barbara Thompson. J'ai besoin d'aide. Ma fille essaie de me prendre ma maison. Le cabinet d'avocat d'Angela était niché dans un immeuble en briques rénové sur Lexington Avenue, juste après le quartier des Arts. J'y étais allé en voiture le dimanche matin, la vie toujours pliée dans mon sac à main. Par la fenêtre du 2e étage, je pouvais la voir se déplacer entre les classeurs, travaillant déjà malgré le week-end. Elle m'a fait monter immédiatement. Madame Thompson. Elle m'a accueilli à la porte et pendant un instant, j'ai vu la fille qui réorganisait les étagères de la bibliothèque après l'école. Maintenant, elle avait 42 ans, ses cheveux sombres tirés en arrière, portant un jean et un pull. Entrez. J'ai fait du café. Son bureau était petit mais organisé, des diplômes de l'UNC Chapel Hill sur un mur, des photos de famille sur un autre, un bureau rempli de dossiers. Elle m'a dégagé une chaise et s'est assise en face, un bloc-notes à la main. Racontez-moi tout. Je lui ai tendu la vie. Elle l'a lu lentement, son expression passant de neutre à inquiète. Hier après-midi, ai-je commencé. Lorraine et Kyle sont arrivés sans prévenir. Ils ont dit que la maison devait être vendue d'ici lundi, 48 heures pour partir. Ont-ils dit pourquoi? Propriété de la succession, procédure de succession. Ils prétendent qu'il n'y a pas de testament, donc la loi sur la succession sans testament s'applique. Je l'ai regardé prendre des notes. Mais Robert n'était pas négligent, Angela. Il planifiait tout, les finances, la retraite, même quel entrepreneur appelé si le toit fuyait. Depuis combien de temps la succession est-elle ouverte? 6 mois, depuis le décès de Robert en mai. Angela a posé son stylo. Et il vous pousse dehors seulement maintenant. Ça m'a semblé bizarre aussi. Elle s'est tournée vers son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier. Les procédures de succession sont publiques. Si une succession a été ouverte, il devrait y avoir un dossier. Elle s'est arrêtée de lire. Le voici. Succession de Robert Edward Thompson, ouverte le 3 juin. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quoi? Quelqu'un vous a-t-il contacté officiellement à ce sujet? Des avis du tribunal des successions, des nominations d'exécuteurs, des dépôts d'inventaire? Rien. Juste Lorraine hier. C'est un problème. En Caroline du Nord, le conjoint survivant a certains droits pendant la succession. Vous auriez dû être prévenu. Elle s'est retournée vers moi. Le fait que vous ne l'ayez pas été suggère que quelqu'un voulait vous tenir dans l'ignorance. Les mots m'ont glacé. Ma propre fille. L'expression d'Angela s'est adoucie. Je n'accuse personne pour l'instant, mais le timing est suspect. 6 mois de silence, puis soudain un ultimatum de 48 heures. Ce n'est pas la procédure standard. Ce sont des tactiques de pression. Que dois-je faire? Elle a sorti un bloc-notes neuf. D'abord, nous documentons tout. Notez chaque interaction avec Lorraine et Kyle, les dates,
les heures, ce qui a été dit. Deuxièmement, je vais creuser ce dossier de succession. Si Robert a déposé un testament séparément, ou s'il y a des documents que Lorraine n'a pas divulgués, je les trouverai. Elle a dit que rien n'a été déposé. Elle a peut-être raison, ou elle ment peut-être. Angela a croisé mon regard. Barbara, je dois être honnête. Se battre contre sa famille au tribunal est coûteux, épuisant émotionnellement, et il n'y a aucune garantie. Si vous voulez abandonner, recommencer à zéro, je vous aiderai aussi. J'ai pensé au rosier que Robert et moi avions planté. La terrasse qu'il avait construite. La cuisine où j'avais fait 32 ans de gâteau d'anniversaire. La chambre où je lui avais tenu la main le matin où son cœur a lâché. Je n'abandonne pas, ai-je dit. Angela a hoché la tête lentement. Alors voici ce que nous faisons. Vous allez vous conformer à leur calendrier en apparence. Déplacez ce que vous devez déplacer, mais documentez chaque article, chaque reçu, chaque décision. Nous constituons un dossier écrit qu'ils ne pourront pas contester. Et ensuite nous découvrirons ce qu'ils cachent. Elle a repris son stylo. Parce qu'ils cachent définitivement quelque chose. Nous jouons selon les règles, Barbara, et nous gagnons. Je suis rentré chez moi en fin d'après-midi, les mots d'Angela résonnant encore dans mon esprit. La maison avait la même apparence alors que je m'engageais dans l'allée, revêtement blanc, volets bleus, le chêne devant que Robert et moi avions planté comme un jeune arbre il y a 30 ans. Maintenant, ses branches atteignaient la ligne du toit. À l'intérieur, le silence semblait plus lourd qu'auparavant. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là un moment, regardant autour de moi. Cette pièce avait été le cœur de notre vie ensemble. Je pouvais presque voir Robert assis à table avec son café du samedi matin, lisant le journal pendant que je faisais des crêpes. Je pouvais entendre le rire de Lorraine d'il y a des années, avant l'université, avant qu'elle ne cesse de rentrer à la maison pour les vacances. J'ai traversé lentement chaque pièce comme si je les voyais pour la première fois, ou peut-être la dernière. Le salon contenait toujours le fauteuil préféré de Robert, le tissu usé là où ses coudes avaient reposé. La bibliothèque qu'il avait construite contenait notre collection de polars et de biographies, organisées comme il l'aimait, par ordre alphabétique d'auteur. Une photo encadrée sur la cheminée nous montrait tous les trois à la plage. Lorraine devait avoir 8 ou 9 ans, les dents du bonheur et le visage brûlé par le soleil, pressée entre nous avec ses bras autour de nos cous. Quand avait-elle cessé de sourire comme ça? À l'étage, je me suis arrêté devant l'ancienne chambre de Lorraine. La porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée et je suis entré. Les murs étaient toujours peints du lavande qu'elle avait choisi à 14 ans, mais les meubles avaient disparu. Elle avait tout emporté en partant pour l'université et n'avait jamais rien ramené. La pièce était vide depuis près de 20 ans maintenant. Juste quelques boîtes de vieux manuels scolaires et un bureau solitaire que nous n'avions jamais pris la peine de déplacer. Elle était partie et n'était jamais vraiment rentrée à la maison. Notre chambre était plus difficile. Le côté du lit de Robert semblait toujours attendre son retour, ses lunettes de lecture sur la table de nuit. La biographie de Theodore Roosevelt qu'il lisait était ouverte à moitié. Je n'avais pas pu les déplacer. Certains matins, je tendais encore la main, à moitié endormi, m'attendant à le trouver là. Le chagrin est monté, vif et soudain. J'ai appuyé ma paume contre la commode pour me stabiliser. Finalement, je suis descendu au sous-sol. L'atelier de Robert occupait tout l'espace, un établi le long d'un mur, un panneau perforé avec des outils soigneusement rangés. L'odeur de sueur et d'huile de machine flottait encore. C'était son sanctuaire. Il avait construit la terrasse arrière ici, réparé les meubles des voisins, fabriqué la bibliothèque à l'étage, les armoires de cuisine, même la petite boîte à bijoux qu'il m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Sa boîte à outils en métal rouge était dans le coin près des escaliers. Je me suis agenouillé et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient les outils que je lui avais offerts au fil des ans, le jeu de douille pour son 50e anniversaire, la perceuse sans fil pour Noël 2015, le niveau laser dont il était si excité. Chaque fête, chaque étape importante, j'avais ajouté une autre pièce. Puis je l'ai vue. L'étiquette collée à l'intérieur du couvercle. Légèrement jaunie maintenant, mais toujours lisible. Mon écriture d'il y a 3 décennies, pour Robert, qui peut tout réparer. Avec tout mon amour, Barbara. J'ai suivi les mots du bout du doigt. Je lui avais donné ses outils.
Je l'avais aidé à construire cette vie. Cette maison n'était pas seulement la succession de Robert ou l'héritage de Lorraine. C'était aussi la mienne. J'ai refermé soigneusement la boîte à outils et je me suis levé. Mes genoux ont protesté, je n'étais plus aussi jeune qu'avant. Mais quelque chose avait changé en moi pendant cette promenade silencieuse dans notre maison. Il ne s'agissait pas seulement de propriété, d'argent ou de droits légaux. Il s'agissait de tout ce que Robert et moi avions construit ensemble. Chaque clou qu'il avait martelé, chaque repas que j'avais préparé, chaque année que nous avions investi pour faire de cette maison un foyer. Lorraine pouvait avoir son ultimatum de 48 heures. Mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. Le lundi matin est arrivé trop vite. J'avais passé la nuit à emballer des albums photos et à trier les placards, mais le sommeil avait été impossible. À 7 heures, mon téléphone a sonné. Angela. Barbara, je veux que vous veniez à mon bureau. J'ai trouvé quelque chose. 30 minutes plus tard, j'étais de retour dans le fauteuil en face de son bureau. Elle avait des papiers étalés sur toutes les surfaces, des impressions, des documents surlignés, des notes autocollantes avec son écriture serrée. J'ai passé l'après-midi d'hier à fouiller dans les archives publiques, a-t-elle dit sans préambule. Registre de propriété, évaluation fiscale, dépôt de comté, et j'ai trouvé un dossier de prêt de novembre 2023. Une ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre le 847 Maple Ridge Drive pour $200 000. Mon estomac s'est noué. Oui, c'était pour les réparations. Angela a levé les yeux brusquement. Quelle réparation? La fondation, le toit, le système de CVC. Je pouvais réciter les chiffres dans mon sommeil. Je les avais vus vider mon compte de retraite, une facture à la fois. L'inspecteur en bâtiment a trouvé des dommages structurels lors d'une vérification de routine à l'automne 2023. Des fissures importantes dans la fondation, le toit était défaillant, et le système de chauffage était en train de mourir. Nous avions besoin de $120 000 rien que pour les travaux de fondation, et Robert a contracté un prêt pour le couvrir. Il le fallait, nous n'avions pas ce genre de liquidité. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti le dossier que j'avais récupéré de notre classeur, celui que je portais depuis hier. Mais je l'ai remboursé, chaque centime. Je lui ai tendu le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des chèques annulés, des confirmations de virement, tous datés entre novembre 2023 et avril 2024, tous provenant de mon compte de retraite. Angela est devenue très silencieuse en les lisant. Vous avez retiré $200 000 de votre IRA. $198 000 pour être exact. Le prêt a été entièrement remboursé le 15 avril 2024, 4 semaines avant le décès de Robert. Je l'ai regardé feuilleter les relevés. Les réparations de la fondation ont coûté $120 000. Le toit, $50 000. Le remplacement du CVC, $30 000. Les entrepreneurs ne commençaient pas tant qu'ils n'avaient pas de preuve de fonds. Alors, Robert a pris le prêt comme un pont. J'ai liquidé ma retraite pour le rembourser. Pourquoi avez-vous fait ça? La voix d'Angela était douce, mais ses yeux étaient féroces. C'était votre pécule, votre sécurité. Parce que c'était notre maison. La réponse était simple. Robert a construit la moitié de cette maison de ses propres mains. Nous y avons vécu 32 ans. Je n'allais pas laisser la banque la prendre parce que nous ne pouvions pas nous permettre les réparations. J'ai fait une pause. Et j'avais confiance que nous reconstruirions ma retraite ensemble. Nous avions des projets. Il allait prendre des missions de conseil. J'allais donner des cours particuliers. Nous avions le temps. Jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Jusqu'à ce que je n'en ai plus. Angela a posé les papiers. Est-ce que Lorraine est au courant de ça? Non. Robert et moi gérions les finances en privé. Elle savait que nous avions fait des réparations. Elle a vu le nouveau toit à Noël, mais nous n'avons jamais discuté du coût ou de la façon dont nous avons payé. Donc, pour autant que Lorraine sache, ce prêt de $200 000 existe toujours. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je suppose. Barbara. Angela s'est penchée en avant, l'expression intense. Cela change tout. Vous n'avez pas seulement vécu dans cette maison, vous l'avez sauvée. Vous avez investi toute votre retraite pour la maintenir debout. Et maintenant, votre fille veut la vendre sans même savoir ce que vous avez sacrifié. L'injustice m'a frappé à nouveau, fraîche et vive.
Avons-nous assez, ai-je demandé doucement. Assez pour nous battre. Angela a soigneusement rassemblé les relevés bancaires. Vous avez des documents. Vous avez des preuves. Vous avez une trace écrite qui montre exactement ce que vous avez contribué. Elle a levé les yeux. Vous avez sauvé cette maison, Barbara. Maintenant, assurons-nous que vous la gardiez. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes et un stylo. La maison était silencieuse autour de moi, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père de Robert. Angela avait été claire lors de notre appel téléphonique plus tôt. Tant que la succession n'est pas terminée ou que le tribunal ne statue pas sur la propriété, vous ne pouvez retirer que les objets qui sont incontestablement les vôtres. Personnellement, pas des biens matrimoniaux. J'ai écrit méthodiquement, créant 2 colonnes. La première listait ce que je pouvais prendre. Mes vêtements et chaussures, 32 ans de garde-robe, rien d'extraordinaire, mais les miens. Mes bijoux, les perles que ma mère m'a offertes à la fin du lycée. Mon alliance, les petites puces en diamant que Robert a achetées pour notre 20e anniversaire. Mes articles de toilette, mon ordinateur portable et mon téléphone. Les albums photos que j'avais compilés avant que Robert et moi ne nous marions, des photos de mon enfance, de mes parents, de mes années d'université. La boîte de lettres que ma grand-mère m'a écrite pendant ma première année d'enseignement. Ma collection de premières éditions de romans policiers, chacune portant mon nom de jeune fille à l'intérieur de la couverture. La deuxième liste était plus difficile à écrire, ce que je devais laisser derrière moi. Le canapé sectionnel que nous avions choisi ensemble il y a 15 ans. La table de salle à manger que Robert avait refaite à la main, en la ponçant dans le garage. La télévision à écran plat que nous avions acheté Noël dernier. Le batteur sur socle KitchenAid que j'avais utilisé pour faire tous les gâteaux d'anniversaire de Lorraine. Tout cela, des biens matrimoniaux soumis à la distribution de la succession. Techniquement appartenant au tribunal des successions jusqu'à ce que quelqu'un dise le contraire. Et les affaires de Robert, avais-je demandé à Angela lors de notre appel. Sa pause m'a dit qu'elle avait anticipé cette question. Les effets personnels du défunt sont des biens de la succession jusqu'à leur distribution conformément au testament. Mais les objets qui étaient des cadeaux que vous lui avez faits ou des choses qu'il vous a clairement désignées pourraient être discutables. Avez-vous quelque chose comme ça? J'ai regardé à travers la cuisine la boîte à outils en métal rouge de Robert, posée près de la porte du sous-sol. Il l'avait achetée il y a 30 ans quand nous avons emménagé à Asheville. Et au fil des décennies, je lui avais offert des outils pour chaque anniversaire, chaque Noël. Le jeu de douille, la perceuse sans fil, le niveau laser dont il était si excité. À l'intérieur du couvercle, j'avais collé une étiquette de ma propre main, pour Robert qui peut tout réparer. Avec tout mon amour, Barbara. Sa boîte à outils, ai-je dit. Je lui ai donné tous les outils qu'elle contient. Il y a une étiquette à l'intérieur avec mon écriture. Photographiez-la, a dit Angela immédiatement. Prenez des photos de l'étiquette, du contenu, de tout ce qui prouve votre historique de dons, qui établit qu'il s'agit d'un cadeau que vous lui avez fait, et non d'un bien matrimonial acheté conjointement. Emballez-la. J'ai fait de même avec ma machine à coudre, une Singer des années 1970 que ma mère m'avait transmise quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, des années avant de rencontrer Robert. Le nom de ma mère était encore gravé sur une petite plaque de laiton sur le côté. Pas un bien matrimonial, le mien. Les livres sur mes étagères personnelles, ceux de mon enfance, de mes années d'enseignement, ceux que j'avais achetés avec mon propre argent et inscrits de mon nom de jeune fille, cela était à moi. Mais les livres que nous avions achetés ensemble, la collection partagée sur les étagères du salon, cela restait. J'ai appelé Blue Ridge Moving and Storage tôt le mardi matin. Le propriétaire a répondu à la deuxième sonnerie. Blue Ridge Moving, ici Vincent. Monsieur Murray, je m'appelle Barbara Thompson. Je dois organiser un petit déménagement pour jeudi. Juste des effets personnels, pas de meubles. Bien sûr, Madame Thompson. Vous déménagez loin. Juste temporairement, ai-je dit prudemment. Je suis dans une situation familiale compliquée. Je dois déménager mes effets personnels de ma maison rapidement, et j'ai besoin de tout documenter, reçu, liste détaillée, photographie. Il y a eu une pause. Puis la voix de Vincent s'est adoucie. Madame Thompson, ne seriez-vous pas par hasard Madame Barbara Thompson qui travaillait à l'école primaire de West Asheville? La bibliothécaire? J'ai cligné des yeux. Oui,
j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Vous avez aidé ma fille avec un projet de lecture en 2015. Sarah Murray. Elle avait des difficultés et vous êtes resté après les cours 3 jours par semaine pendant 1 mois pour travailler avec elle. Elle est à l'université maintenant, elle étudie pour devenir enseignante grâce à vous. Ma gorge s'est serrée. Je me souviens de Sarah. Une fille brillante, elle avait juste besoin de confiance. Madame Thompson, tout ce dont vous avez besoin, nous nous en occuperons. Et je veillerai à ce que tout soit correctement documenté. Dites-moi simplement quand. Jeudi matin, ai-je dit. Et Vincent, merci. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé mes 2 listes. Les objets que je pouvais prendre étaient peu nombreux, mais ils étaient à moi. Et dans la guerre à venir, cette distinction serait importante. Le camion de déménagement de Blue Ridge s'est garé dans mon allée à 7 heures le jeudi matin, pile à l'heure. Vincent Murray est sorti, suivi de 2 jeunes membres d'équipage, tous 2 portant des presse-papiers et des appareils photo. Bonjour, Madame Thompson, a dit Vincent en me tendant la main. Voici Marcus et Jamie. Nous allons photographier chaque article avant de le charger dans le camion, créer un inventaire détaillé et vous donner des reçus détaillés pour tout. Vous aurez 3 copies, une pour vous, une pour nous et une pour votre avocat. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Tout ce que nous déménageons est sur cette liste. Je lui ai tendu l'inventaire que j'avais tapé. 14 boîtes de vêtements et d'effets personnels, 12 boîtes de livres, la boîte à outils, la machine à coudre, des albums photos, mon ordinateur portable et mes dossiers, 2 lampes que j'avais héritées de ma tante. Vincent a parcouru la liste. Pas de meubles. Pas de meubles, ai-je confirmé. Uniquement des biens personnels et des articles dont je peux prouver la propriété indépendamment du mariage. Il a compris immédiatement. Intelligent. Nous allons tout documenter. Pendant les 3 heures suivantes, l'équipe a travaillé avec une efficacité silencieuse. Marcus photographiait chaque boîte avant de la charger, annonçant les descriptions pendant que Jem les enregistrait. Boîte 1, vêtements pour femmes, manteaux d'hiver et pulls. Boîte 2, livres à couverture rigide, dos visible, noms inscrits à l'intérieur des couvertures. Quand ils sont arrivés à la boîte à outils de Robert, je les ai arrêtés. Attendez, je dois documenter quelque chose. J'ai ouvert le couvercle, montrant à Vincent l'étiquette que j'y avais placée des années auparavant, pour Robert, qui peut tout réparer. Avec tout mon amour, Barbara. Mon écriture était fanée, mais lisible. Vincent a hoché la tête et a pris 3 photos sous différents angles. C'est une bonne preuve. Ça montre l'intention de donner. Votre écriture datée par le motif d'usure. Je les ai regardés charger la boîte à outils dans le camion et quelque chose s'est brisé en moi. Cette boîte à outils avait été dans notre sous-sol pendant 30 ans. Robert avait utilisé ces outils pour construire la terrasse arrière, pour réparer la clôture après la tempête de 2019, pour réparer la marche branlante du Porsche avant quelques semaines seulement avant que son cœur ne lâche. Maintenant, elle partait, et il n'était pas là pour la porter. Madame Thompson? La voix de Vincent était douce. Ça va? J'ai rapidement essuyé mes yeux. Oui, juste des souvenirs. Il a attendu patiemment jusqu'à ce que je hoche la tête pour qu'il continue. Ils ont chargé la machine à coudre, la Singer de ma mère, la plaque de laiton brillant à la lumière du matin. Mes livres, boîte après boîte, les dos étiquetés de mon écriture soignée. Les albums soigneusement emballés dans des couvertures. Chaque article photographié, documenté, enregistré. De l'autre côté de la rue, j'ai vu ma voisine Hélène arroser ses rosiers, observant silencieusement. Elle vivait au 834 Maple Ridge Drive depuis 18 ans. Quand la dernière boîte a été chargée, elle a posé son tuyau d'arrosage et a traversé la rue. Barbara, a-t-elle dit simplement en me prenant la main. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles. Jour ou nuit. J'ai serré sa main. Merci, Hélène. Elle a jeté un coup d'œil à la maison, puis à moi. Son expression était troublée. J'ai vu Lorraine ici lundi. Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle ne l'était pas. La mâchoire d'Hélène s'est crispée. S'il y a des problèmes, je suis là. J'ai vu beaucoup de choses depuis mon Porsche au fil des ans. Je me souviens de choses. J'ai croisé son regard, une compréhension passant entre nous. Hélène avait vu Lorraine grandir.
Elle avait vu les crises de colère, le sentiment de droit, les années où Lorraine ne venait presque jamais. Elle savait. Je m'en souviendrai, ai-je dit. Vincent s'est approché avec un épais dossier. Tout est fait, Madame Thompson. Voici vos copies, liste d'inventaire, photographie, reçu indiquant la date, l'heure et le contenu. Tout est horodaté. J'ai pris le dossier, lourd de preuves. Merci, Vincent. Il a hésité. Madame Thompson, je ne sais pas à quoi vous faites face, mais Sarah a toujours dit que vous lui aviez appris que la documentation est importante. On dirait que vous avez appris cette leçon vous-même. J'ai eu un bon professeur aussi, ai-je dit doucement. La vie. Alors que le camion s'éloignait, je me suis retourné pour regarder le 847 Maple Ridge Drive. La maison avait la même apparence. De l'extérieur, revêtement blanc, volets bleus, les rosiers de Robert fleurissant le long de la clôture. Mais à l'intérieur, ma présence avait disparu. Et quelque part en ville, Lorraine n'avait aucune idée de ce que je venais de mettre en branle. Je déballais des boîtes dans la chambre d'amis d'Angela quand mon téléphone a sonné. Hélène. Barbara, tu dois savoir, Lorraine vient d'arriver à ta maison. Elle est avec quelqu'un. Une femme en blazer avec une tablette. J'ai posé la pile de livres que j'étais en train de ranger. Un agent immobilier. Probablement. Ils viennent d'entrer. Hélène a fait une pause. Veux-tu que je continue à regarder? S'il te plaît. Je me suis assise sur le bord du lit, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant le commentaire en direct d'Hélène. Mon cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. Ils sont à l'intérieur maintenant. Je peux les voir par la fenêtre de devant, ils se promènent, regardent les choses. La femme prend des notes. Attends, Lorraine vient de s'arrêter dans le salon. Elle regarde autour d'elle. Barbara, je pense qu'elle vient de réaliser. Réaliser quoi? Que des choses manquent. Mon téléphone a vibré. Un autre appel arrivait. Lorraine. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale et je suis resté en ligne avec Hélène. Lorraine vient de ressortir, a rapporté Hélène. Elle est au téléphone. Elle a l'air contrariée. L'agent est toujours à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, la voix d'Hélène s'est faite plus vive. Une voiture de police vient d'arriver. Barbara, Lorraine a appelé la police. Mon estomac s'est noué. Je n'ai rien pris qui ne soit pas à moi. Je le sais. Laisse-moi voir ce qui se passe. J'ai attendu, me forçant à respirer calmement. Angela m'avait préparé à cette éventualité. Si elle appelle la police, avait dit Angela, ne paniquez pas. Vous avez des documents. Laissez-les faire leur travail. Hélène est revenue en ligne après ce qui a semblé être 1 heure, mais qui n'était probablement que 10 minutes. L'officier vient de partir. Il est entré avec Lorraine un moment, puis est ressorti. Il lui a parlé sur le porche. On aurait dit qu'il lui expliquait quelque chose. Elle est en colère. Barbara, vraiment en colère. Mais il part maintenant, sans prendre de rapport ni rien. Et Lorraine? Elle et l'agent sont toujours là. Attends, ils sortent maintenant. L'agent a l'air mal à l'aise. Ils montent dans leur voiture, ils partent tous les deux. Après qu'Hélène ait raccroché, j'ai vérifié ma messagerie vocale. 3 messages de Lorraine, chacun plus en colère que le précédent. Le premier, maman, où es-tu? Je suis à la maison avec Brenda de Mountain View Realty. Tes vêtements ont disparu. Tes livres? Que as-tu fait? Le deuxième, 30 minutes plus tard, c'est du vol, maman. J'appelle la police. Tu ne peux pas simplement prendre des choses d'une propriété de succession. Rappelle-moi tout de suite. Le troisième, 1 heure après, la police a dit que c'est une affaire civile. Que tu as laissé des reçus prouvant que tout ce que tu as pris était à toi. D'accord, mais ce n'est pas fini. Tu rends les choses tellement plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai sauvegardé les 3 messages et les ai transférés à Angela. Elle m'a rappelé en quelques minutes. Je viens de raccrocher avec l'officier Reynolds. Il a répondu à l'appel de Lorraine. Elle a prétendu que vous aviez volé des meubles et des objets de valeur de la maison. Je n'ai pris que des effets personnels. Je sais.
L'officier a trouvé les copies des reçus et des listes d'inventaire que vous avez laissées sur le comptoir de la cuisine. Très malin, d'ailleurs. Il les a examinés, a confirmé que tout ce que vous aviez pris était des vêtements, des livres, des effets personnels. Il a dit à Lorraine que c'était un litige de propriété civile, pas une affaire pénale, et qu'elle devait le régler par le biais du tribunal des successions. Comment a-t-elle réagi? Selon Reynolds, elle n'était pas contente. Elle a essayé d'insister sur le fait que vous aviez pris des biens matrimoniaux, mais quand il lui a demandé de préciser ce qui manquait, elle n'a pu lui donner rien de concret. Juste des affirmations vagues sur des objets de valeur. Parce que les objets de valeur sont toujours là. La télé, les meubles, tout ce qui est soumis à la succession. Exactement, Barbara. C'est bien. Elle a trop joué son coup. Elle supposait que vous alliez soit vous conformer complètement, soit faire quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre vous. Au lieu de cela, vous avez tout fait dans les règles de l'art, et maintenant il y a un rapport de police qui documente sa fausse accusation. Ce soir-là, Hélène a de nouveau appelé. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai vu la voiture de Lorraine revenir au coucher du soleil. Elle et Kyle sont sortis tous les deux. Ils ne sont restés à l'intérieur que quelques minutes, puis ils sont partis. Mais Barbara, on aurait dit qu'ils se disputaient. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Lorraine. Juste une ligne. Tu veux jouer à des jeux? D'accord, mais tu vas perdre. Je l'ai capturé en écran et l'ai envoyé à Angela. Sa réponse est venue immédiatement. Elle panique. Les gens font des erreurs quand ils paniquent. Vendredi matin. Angela a appelé avant que j'aie fini mon café. Barbara, je veux que vous veniez à mon bureau. J'ai trouvé quelque chose au palais de justice. 20 minutes plus tard, j'étais de nouveau assise en face de son bureau. Elle avait son ordinateur portable ouvert, plusieurs onglets de navigateur visibles, et ce regard sur son visage, celui qu'elle avait en tant qu'étudiante quand elle avait résolu un problème de recherche difficile. J'ai passé l'après-midi d'hier au palais de justice du comté de Buncombe, a-t-elle commencé. En passant en revue les dossiers de succession, les historiques de dépôt, tout ce qui est lié à la succession de Robert. Et j'ai trouvé quelque chose qui n'a pas de sens. Elle a tourné son ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. Il montrait ce qui ressemblait à une base de données officielle du tribunal, des rangées de textes et de dates. Ceci est le dossier de succession pour la succession de Robert Edward Thompson. Ouvert le 3 juin, environ 2 semaines après le décès de Robert. C'est un timing normal. Elle a fait défiler vers le bas. Mais regardez cette entrée ici, juste avant son décès. Je me suis penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. La date indiquait le 28 avril 2024. Fin avril, ai-je dit lentement, quelques semaines seulement avant le décès de Robert. Exactement. Les yeux d'Angela étaient brillants. Barbara, Robert a déposé un dernier testament et dernière volonté auprès du tribunal le 28 avril 2024, moins de 3 semaines avant son décès. Les mots ont mis un moment à faire leur effet. Un testament. Mais Lorraine a dit. Lorraine a menti. Angela a cliqué sur un autre onglet. C'est pire. Regardez ce dépôt du 29 mai de cette année, 2 semaines après le décès de Robert. L'écran montrait un document intitulé « Contestation du dernier testament et dernière volonté ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. C'est une contestation formelle du testament. Lorraine l'a déposé par l'intermédiaire d'un avocat, Gérald Voss, de Charlotte. Elle conteste la validité du testament de Robert pour cause d'influence indue et de manque de capacité testamentaire. J'ai fixé l'écran. Elle prétend que Robert n'était pas sain d'esprit ou que quelqu'un l'a influencé. C'est ce que signifie l'influence indue. La voix d'Angela était soigneusement contrôlée. Barbara, comprenez-vous ce que cela signifie? Lorraine était au courant du testament. Elle le sait depuis au moins mai, probablement plus longtemps. Et au lieu de vous le dire, au lieu de procéder à une succession normale, elle a déposé une contestation pour le contester. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'une contestation suspend la procédure de succession. Tant que le testament est contesté, rien ne peut avancer. Aucun exécuteur ne peut être nommé. Aucun bien ne peut être distribué. La propriété reste incertaine. Angela s'est penchée en arrière. Elle a créé un vide juridique exprès. C'est pourquoi vous n'avez jamais reçu d'avis officiel.
C'est pourquoi elle a pu prétendre que la maison était une propriété de la succession qui devait être vendue. Elle exploitait la confusion qu'elle avait créée. J'ai pensé à Lorraine debout dans mon salon lundi, si confiante. Elle savait. Elle savait qu'il y avait un testament et elle l'avait enterré sous des formalités juridiques. Y a-t-il eu des audiences sur cette contestation, ai-je demandé. Angela a parcouru le dossier. Rien. La contestation a été déposée, reconnue par le tribunal, puis silence. Aucune demande d'audience, aucune demande de communication de pièces, aucune déposition. C'est juste là, en attente. Elle n'a jamais eu l'intention de le contester réellement. Non, elle avait juste besoin de retarder la succession assez longtemps pour vous pousser à partir. Angela a croisé mon regard. C'est de la fraude, Barbara, ou presque. Au minimum, un abus du système judiciaire. Mon téléphone était dans ma main avant que je ne réalise que je l'avais pris. Je dois voir ce testament. Je dois savoir ce que Robert a vraiment dit. L'original est dans le coffre du palais de justice parce qu'il est contesté, mais je peux obtenir une copie certifiée conforme avec une autorisation appropriée. Angela était déjà en train de taper. Donnez-moi jusqu'à lundi. Mais Barbara, quoi que dise ce testament, Lorraine a eu assez peur pour essayer de l'enterrer sous des contestations juridiques. Elle a fait une pause. Robert a déposé ça quelques semaines seulement avant son décès. Ça me dit que c'est quelque chose qu'elle ne voulait vraiment pas que vous trouviez. Lundi matin, Angela et moi sommes arrivés au palais de justice du comté de Buncombe à son ouverture à 8 heures. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris acier a levé les yeux de son bureau. Mitchell, a-t-elle dit chaleureusement. Vous êtes ici pour le dossier de la succession Thompson. Martha, merci. Angela m'a désigné. Voici Barbara Thompson, la veuve. L'expression de Martha Davis s'est adoucie. Madame Thompson, je suis désolé pour votre perte. Elle a disparu dans une arrière-salle, revenant avec une enveloppe scellée et des dossiers. Avant de vous donner la copie certifiée conforme, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Nous l'avons suivie dans une salle de conférence. Elle a étalé des documents sur la table. Le dernier testament et dernière volonté a été déposé le 28 avril 2024. C'est très inhabituel. La plupart des gens ne déposent pas de testament de leur vivant, mais c'est tout à fait légal. Votre mari est venu en personne. Vous vous souvenez de lui? Oui. Il semblait pressé, presque inquiet. Il voulait s'assurer que le testament était enregistré et protégé. Elle a fait une pause. Il a dit, je dois m'assurer que ma femme est protégée. Ma gorge s'est serrée. Martha a continué. Le testament est resté dans notre coffre pendant un peu plus de 2 semaines. Puis, le 29 mai, 2 semaines après le décès de Monsieur Thompson, votre fille a déposé une contestation. Une contestation, a dit Angela. Oui, alléguant une influence indue et un manque de capacité, affirmant que Monsieur Thompson n'était pas mentalement compétent ou avait été manipulé. Le ton de Martha rendait son opinion claire. La contestation suspend automatiquement la succession. Rien n'avance tant qu'elle n'est pas résolue ou retirée. Mais il n'y a eu aucune activité, a dit Angela. Aucune. Pas d'audience, pas de requête, rien. C'est juste là, en attente. Martha m'a regardé. Madame Thompson, je ne devrais pas dire ça, mais je travaille dans les successions depuis 30 ans. Quand quelqu'un dépose une contestation et ne fait rien, il n'essaie pas de prouver que le testament est invalide. Il essaie juste de retarder. Pour créer de la confusion sur la propriété, ai-je dit doucement. Exactement. Tant que la succession est suspendue, les bénéficiaires ne reçoivent pas d'avis. La propriété est incertaine et les gens peuvent faire de fausses déclarations. Angela a sorti ses formulaires. Je représente Madame Thompson. Nous avons besoin d'une copie certifiée conforme. Martha a ouvert l'enveloppe, a fait des copies, les a tamponnées et en a remis une à Angela. Celle-ci a la même valeur légale que l'original. Angela l'a lu en premier, puis me l'a tendu. Le langage était formel, mais le sens était clair. Moi, Robert Edward Thompson, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente tous les biens immobiliers situés au 847 Maple Ridge Drive, Asheville, Caroline du Nord, à ma femme bien-aimée, Barbara Jean Thompson.
En reconnaissance de son soutien indéfectible et de ses sacrifices tout au long de notre mariage. Je l'ai lu 3 fois. La maison était à moi. Robert s'en était assuré. Il avait déposé ce testament moins de 3 semaines avant que son cœur ne lâche, et il l'avait fait enregistrer officiellement pour que personne ne puisse prétendre qu'il n'existait pas. Il y a aussi une note ici, a dit Martha doucement, en montrant une enveloppe scellée distincte attachée au dossier du testament. Elle est marquée lettre personnelle à Barbara Jean Thompson, à remettre avec le testament. Mes mains tremblaient alors que Martha me tendait la plus petite enveloppe. Mon nom, de l'écriture de Robert. Angela m'a serré la main. Voulez-vous de l'intimité? J'ai secoué la tête. Non, restez. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvaient 2 pages manuscrites datées du 15 avril 2024, le jour même où j'avais effectué le dernier paiement du prêt. Ma très chère Barbara, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Martha n'avait pas fini. Il y a une dernière chose dans le dossier, dit-elle doucement, en fouillant dans le classeur. Un document séparé, scellé, qui vous est adressé. Elle fit glisser une enveloppe de couleur crème sur le bureau. Mon nom était écrit sur le devant de la main de Robert, une écriture soignée, inclinée, reconnaissable entre toutes, à remettre à Barbara Jean Thompson sur demande ou en cas de procédure de succession. Mes mains tremblaient en la ramassant. L'enveloppe n'avait jamais été ouverte. Le sceau était intact, les bords encore nets. Angela se pencha plus près mais ne dit rien. Ce moment m'appartenait. Je glissai mon doigt sous le rabat et en sortis 3 pages manuscrites. La date en haut de la page me coupa le souffle. 28 avril 2024. Moins de 3 semaines avant sa mort. Ma très chère Barbara, nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2024. Il y a près de 2 semaines, le 15, je suis resté silencieux alors que tu signais l'ordre de paiement final pour effacer la dette de $200 000 de ton fonds de retraite. Je n'ai pas dormi depuis. Tu as tout sacrifié pour sauver cette maison, et je ne peux pas laisser ce sacrifice être volé. Je sais ce que Lorraine prépare. J'ai entendu les appels téléphoniques. J'ai vu la façon dont elle regarde cette maison, non pas comme un foyer, mais comme une valeur nette. Elle ne demande pas de nos nouvelles. Elle demande la valeur de la propriété. Elle demande l'acte de propriété. Elle demande si nous avons mis à jour notre testament. Elle ne sait pas que je sais. Les entreprises immobilières de Kyle échouent. J'ai vu les lettres, les avis de retard de paiement, les appels furieux des créanciers. Ils se noient, Barbara, et ils voient notre maison comme leur bouée de sauvetage. Mais c'est toi qui as sauvé cette maison. Tu as renoncé à la sécurité que tu as mis 35 ans à construire. Tu as renoncé à la retraite que nous avions prévue ensemble. Tu as renoncé à la tranquillité d'esprit pour que nous ne perdions pas la maison que nous avons construite. Je ne la laisserai pas te la prendre. C'est pourquoi je suis allé voir Harold Pierce ce matin. C'est pourquoi dans quelques heures, j'entrerai au palais de justice du comté de Buncombe et je déposerai ce testament. Je le fais pendant que je suis encore en bonne santé. Pendant que j'ai encore les idées claires, pendant que personne ne peut prétendre que j'étais confus, sous pression ou manipulé. Je fais cela pour te protéger. La maison au 847 Maple Ridge Drive est à toi. Pas la moitié, pas en partie, à toi. Je l'ai écrit dans le langage le plus clair que Harold pouvait rédiger. Si quelque chose m'arrive, tu n'auras pas à supplier. Tu n'auras pas à te battre pour ce que tu as mérité. Tu n'auras rien à prouver à personne. Mais je connais Lorraine. Elle n'acceptera pas cela tranquillement. Elle le contestera. Elle prétendra que je n'étais pas sain d'esprit. Elle dira que tu m'as manipulé, que tu m'as trompé, que je ne comprenais pas ce que je signais. Elle aura tort. J'écris cette lettre pour que tu saches la vérité. Pour que quand elle viendra, et elle viendra, tu aies la preuve que j'ai vu cela clairement. Que j'ai choisi cela délibérément. Que je t'ai aimé assez férocement pour me préparer à la guerre qu'elle mènera. Tu m'as donné 43 ans d'amour. Tu m'as donné le souvenir que je chérissais le plus. Tu m'as donné une vie qui valait la peine d'être protégée. Maintenant, je te donne les outils pour la défendre. Batte-toi, Barbara. Tu as ma permission. Tout mon amour, Robert Edward Thompson. Je pliai soigneusement les pages et les posai sur le bureau. Ma vision se brouilla. La main d'Angela trouva la mienne. Il savait, murmurai-je. Il savait.
Angela confirma. Et il s'est assuré que tu serais prête. Martha Davis pleurait ouvertement maintenant. Elle sortit un mouchoir de son sac et s'essuya les yeux. Je suis désolée, dit-elle. C'est juste que... C'était un homme si gentil, et il vous aimait tellement. Je regardais de nouveau la lettre, la date, l'écriture soignée, les mots, batte-toi, Barbara. Tu as ma permission. Robert avait vu ce qui allait arriver. Il s'y était préparé. Il m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour survivre à la bataille à venir, et maintenant je savais exactement quoi faire. 2 semaines plus tard, Angela appela. J'ai les documents financiers, dit-elle. Pas de préambule, pas de bavardage, juste le ton plat et professionnel qu'elle utilisait quand elle avait trouvé quelque chose d'important. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Je conduisis jusqu'au centre-ville d'Asheville en silence. Les montagnes étaient vertes et douces dans la lumière de la fin du printemps, mais je les remarquais à peine. Mon esprit courait déjà, essayant d'imaginer ce qu'Angela avait découvert. Quand j'arrivai, elle attendait avec un épais dossier étalé sur son bureau. Elle désigna la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, Barbara. Cela va prendre 1 minute. » Je m'assis. Angela ouvrit le dossier et le tourna vers moi. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, document de prêt, dépôt au tribunal. Une assignation avait forcé Lorraine et Kyle à tout divulguer, et Angela avait passé la dernière semaine à tout éplucher. Dette totale, dit Angela en tapotant la page de résumé. 210 000 $. Je fixai le chiffre. C'était presque autant que ce que j'avais payé pour sauver la maison. Angela continua. Pertes immobilières, 95 000 $. Lorraine et Kyle ont revendu 3 propriétés entre 2022 et 2023. Toutes les 3 ont perdu de l'argent. Ils ont surestimé le marché, sous-estimé les réparations, et se sont retrouvés avec des maisons qu'ils ne pouvaient pas vendre. Elle tourna à la page suivante. Dette de carte de crédit, 45 000 $ sur cette carte. Taux d'intérêt entre 19 et 24%. Les paiements minimums à eux seuls les dévorent. Une autre page. Prêt privé, 45 000 $ à 12% d'intérêt, exigible en totalité dans 6 semaines. Le prêteur est Gérald Andry, un investisseur en argent dur de Charlotte. S'il ne paie pas, il peut intenter une action en justice et s'attaquer à leurs actifs. Elle fit une pause. Et puis il y a l'entreprise de consultation ratée de Kyle. 25 000 $ supplémentaires en factures de fournisseurs impayés et en arriérés d'impôts. Je levai les yeux vers elle. Comment survivait-il? Il ne survivait pas, dit Angela. Paiement mensuel total de la dette, 6 500 $. Revenu net mensuel combiné après impôts, environ 7 000 $. Il perdait 1 500 $ par mois. Et il n'avait aucun moyen d'arrêter ça. Je sentis un poids froid s'installer dans ma poitrine. Alors, ils sont venus pour la maison. Ils sont venus pour la maison, confirma Angela. Votre maison vaut environ 450 000 $. S'ils pouvaient la vendre, s'ils pouvaient vous forcer à partir et la réclamer par succession ab intestat, ils pourraient rembourser toutes leurs dettes, couvrir les frais de vente, et repartir avec plus de 200 000 $ en liquide. Et je n'aurais rien eu. Vous n'auriez rien eu. Je regardais de nouveau les papiers, les chiffres se brouillaient. 210 000 $, 6 semaines, 6 500 $ par mois. C'était le désespoir déguisé en cupidité. Je posais la question qui me rongeait depuis le début. Comment Lorraine ne savait-elle pas que le prêt était déjà remboursé? Le sourire d'Angela devint froid. Parce qu'ils étaient trop arrogants. Kyle n'a regardé que les documents de prêt originaux de l'année dernière et a supposé que, avec vos revenus de retraite, rembourser 200 000 $ en une seule fois était impossible. Il n'a jamais imaginé que vous videriez tout votre fonds de retraite. Leur désespoir face à leurs propres dettes les a aveuglés. Ils n'ont jamais pris la peine de vérifier le statut actuel du privilège auprès de la banque. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil. Ils pensaient qu'ils allaient gagner facilement. Ils pensaient que vous étiez impuissante. Ils pensaient que Robert ne vous avait laissé qu'une maison et une montagne de dettes. Ils avaient tort. Ils avaient tort, acquiesça Angela. Et maintenant, nous avons tout ça. Elle tapota le dossier. Le mobile. Le désespoir financier.
Une raison claire pour laquelle ils ont déposé la contestation et ont essayé de vous forcer à partir en 48 heures. Le tribunal va voir exactement quel genre de personnes ils sont. Je la regardais. Qu'est-ce qu'on en fait? L'expression d'Angela était féroce. Nous l'utilisons. Chaque parcelle. Nous montrons au juge que Lauren et Kyle n'essayaient pas de protéger les volontés de votre mari. Ils essayaient de voler votre maison pour se sauver. Et quand nous aurons fini, ils n'auront plus aucun argument. Je hochai lentement la tête. Le poids dans ma poitrine s'était transformé en autre chose, quelque chose de plus vif, de plus fort. Robert m'avait donné les outils. Angela m'avait donné les preuves. Maintenant, il était temps de se battre. Si vous êtes toujours là, commentez en un mot ce que vous ressentez en ce moment. Puis continuez à regarder. Cela me permet de savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, dites-moi, si vous étiez à ma place, emmèneriez-vous votre propre enfant au tribunal ou partiriez-vous pour protéger votre cœur? Car ensuite, nous entrons dans la salle d'audience et il n'y a pas de retour en arrière. Juste une petite note, la partie suivante inclut des éléments fictifs et dramatisés à des fins narratives et d'apprentissage. Certains détails peuvent ne pas être entièrement réels. Si ce n'est pas pour vous, vous pouvez arrêter de regarder ici. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des lambris de bois pâle, des néons, des rangées de bancs comme des bancs d'église. Angela et moi étions assises à une table. De l'autre côté de l'allée, Lauren et Kyle étaient assis avec Gerald Voss, leur avocat de Charlotte. Le juge Richard Walsh, cheveux argentés et lunettes de lecture, examinait des requêtes depuis 20 minutes. Finalement, il leva les yeux. « Madame Mitchell, vous pouvez appeler votre premier témoin. » Angela se leva. Le demandeur appelle Harold Pierce. Harold se dirigea vers la barre des témoins avec un calme mesuré. 72 ans, cheveux argentés, costume bleu marine. L'avocat de Robert pendant 3 décennies. Après avoir prêté serment, il s'installa dans le fauteuil. Monsieur Pierce, veuillez indiquer votre relation avec Robert Edward Thompson. J'ai été son avocat de 1994 jusqu'à son décès en mai 2024. Je me suis occupé des affaires commerciales, de la planification successorale et des questions juridiques pendant 30 ans. Avez-vous préparé le dernier testament et dernière volonté datée du 28 avril 2024? Oui. Pouvez-vous décrire les circonstances? Harold choisit ses mots avec soin. Le 16 avril 2024, Monsieur Thompson a appelé mon bureau pour demander une réunion urgente. Il est venu le lendemain et a dit qu'il voulait exécuter un nouveau testament immédiatement et le déposer au tribunal pour le conserver en lieu sûr. A-t-il expliqué pourquoi? Il a dit qu'il était préoccupé par la pression familiale concernant sa maison. Gerald Voss se leva. Objection. Oui-dire et secret professionnel de l'avocat. Angela se tourna vers le juge Walsh. Votre honneur, lorsqu'un testament est contesté pour cause d'influence indue et de manque de capacité testamentaire, l'avocat qui a rédigé le testament peut témoigner de l'état mental du testateur et des circonstances de l'exécution. Cela relève de l'exception d'intention testamentaire au secret professionnel de l'avocat. Les tribunaux de Caroline du Nord ont constamment jugé que le secret professionnel n'empêche pas le témoignage nécessaire pour établir les véritables volontés du défunt lorsque ces volontés sont contestées. Le juge Walsh hocha la tête. Rejeté. Le testament est contesté. Monsieur Pierce peut témoigner des observations pertinentes sur la capacité et l'intention de Monsieur Thompson. Continuez. Angela retourna à Harold. Monsieur Pierce, pouvez-vous décrire le comportement et l'état mental de Monsieur Thompson lors de cette réunion? Il était clair, concentré et délibéré. Il savait exactement ce qu'il voulait. Il m'a dit que sa femme venait d'utiliser toutes ses économies de retraite pour rembourser un prêt sur valeur domiciliaire, environ $200 000, et il voulait s'assurer absolument qu'elle était protégée. A-t-il exprimé des inquiétudes à propos de quelqu'un en particulier? Il a dit qu'il craignait que sa fille n'essaie de réclamer la maison après son départ. Il voulait que le testament soit déposé immédiatement au palais de justice afin qu'il y ait un enregistrement officiel qui ne puisse être ni contesté ni caché. Ce comportement était-il inhabituel pour Monsieur Thompson? Pas du tout. Robert était l'un des clients les plus organisés et prévoyants que j'ai jamais eus. C'était tout à fait conforme à son caractère, voir un problème potentiel et prendre des mesures pour le prévenir. Angela fit une pause. Monsieur Pierce,
au cours de vos 30 années de travail avec Robert Thompson, avez-vous déjà observé des signes de diminution de la capacité mentale, de confusion ou de vulnérabilité à la manipulation? Jamais. Même 3 semaines avant son décès, il était vif, décisif et agissait entièrement de sa propre volonté. Pouvez-vous témoigner de faits ou d'interactions observables que vous avez eues avec quelqu'un d'autre que M. Thompson concernant ce testament? L'expression de Harold changea. Oui. Le 12 août 2024, 3 mois après le décès de Robert, Lorraine Thompson est venue à mon bureau sans rendez-vous. Que s'est-il passé? Elle a exigé de me voir. Elle était agitée et a dit, « Cette maison devrait me revenir. Ma mère n'en a pas besoin. » Je l'ai informée que le testament avait été déposé au tribunal et qu'elle pouvait en demander une copie par les voies appropriées. Comment a-t-elle réagi? Elle s'est mise en colère. Elle a déclaré, « Mon père ne pensait pas clairement. Quelqu'un l'a eu. Ce testament ne tiendra pas. » Avez-vous observé quelque chose dans son comportement qui suggérait une véritable préoccupation pour le bien-être de son père? Gérald se leva. Objection. Appel à la spéculation. Retiré, dit Angela en douceur. Monsieur Pierce, sur la base de vos observations de Robert Thompson et de sa fille, Monsieur Thompson semblait-il agir sous une influence indue lorsqu'il a exécuté ce testament? Absolument pas. Il se protégeait, lui et sa femme, exactement de ce qui a fini par arriver. Le silence se fit dans la salle d'audience. Le juge Walsh prit une note. Autre chose? Non, votre honneur. En descendant de la barre, Harold croisa mon regard et hocha légèrement la tête. La voix de Robert, à travers le témoignage de Harold, venait de remplir cette salle d'audience et tout le monde l'avait entendu. Avant les plaidoiries finales, Angela appela un dernier témoin. Le demandeur appelle Helen Murphy. Helen se dirigea vers la barre avec une dignité tranquille. 72 ans, cheveux gris tirés en arrière, robe bleu marine. Elle vivait en face de nous depuis 18 ans. Après avoir prêté serment, elle croisa les mains et attendit. Madame Murphy, où habitez-vous? 834 Maple Ridge Drive, juste en face de la maison des Thompson. Étiez-vous chez vous le jeudi 14 novembre? Oui, j'étais dans mon jardin devant, je m'occupais de mes rosiers. Qu'avez-vous observé? J'ai vu un camion de déménagement s'arrêter dans l'allée de Barbara Thompson vers 7 heures du matin. Blue Ridge Moving and Storage. J'ai regardé l'équipe chargée des boîtes et des effets personnels, des vêtements, des livres, pas de meubles. Avez-vous vu Madame Thompson? Oui. Elle dirigeait les déménageurs, calme et organisée. Cela a pris environ 3 heures. Avez-vous observé autre chose? Plus tard, vers 14 heures, j'ai vu la voiture de Lorraine Thompson arriver. Elle est sortie rapidement, s'est dirigée vers la porte d'entrée et est entrée. Combien de temps est-elle restée à l'intérieur? Peut-être 10 minutes. Quand elle est sortie, elle était au téléphone. Elle avait l'air contrariée. Avez-vous entendu ce qu'elle a dit? Gérald Voss se leva. Objection, oui dire. Maintenu, dit le juge Walsh. Angela hocha la tête. Madame Murphy, avez-vous observé les actions de Mademoiselle Thompson après sa sortie? Elle se tenait dans l'allée, regardant autour d'elle comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Puis elle a passé un appel téléphonique, gesticulant brusquement. Après cela, elle est montée dans sa voiture et est partie rapidement. Merci. Gérald refusa de contre-interroger. Après les plaidoiries finales, le juge Walsh examina ses notes. La salle d'audience était silencieuse. J'étais assise, parfaitement immobile, la main d'Angela sur mon bras. Finalement, il parla. J'ai examiné le dernier testament et dernière volonté déposée le 28 avril 2024. J'ai entendu le témoignage de Harold Pierce, qui a observé que Robert Thompson était sain d'esprit. J'ai examiné les dossiers financiers montrant que Barbara Thompson a payé $200 000 de ses économies de retraite personnelle pour régler un prêt sur la maison conjugale. Il regarda Lorraine. J'ai également examiné la contestation déposée le 29 mai 2024, alléguant une influence indue et un manque de capacité. Mademoiselle Thompson n'a fourni aucune preuve, pas un seul dossier médical, pas un seul témoin. Pas un seul document suggérant que Robert Thompson était autre chose que pleinement compétent. Les mains de Lorraine se crispèrent sur ses genoux. De plus,
le calendrier suggère que cette contestation n'a pas été déposée de bonne foi, mais pour entraver délibérément la succession et créer de la confusion. Le témoignage de M. Pierce indique que Madame Thompson connaissait le contenu du testament dès le mois d'août, mais elle a néanmoins fait pression sur sa mère sous de fausses prétentions de propriété. Il posa son stylo. Le tribunal estime que la contestation est sans fondement et la rejette dans son intégralité. Le dernier testament et dernière volonté de Robert Edward Thompson est valide et exécutoire. La propriété immobilière au 847 Maple Ridge Drive est par la présente confirmée comme étant la propriété exclusive de Barbara Jean Thompson. La main d'Angela serra la mienne. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête sur une éventuelle fraude envers le tribunal et un abus de procédure. Madame Thompson, vous avez déposé un document sous serment en faisant des affirmations que vous saviez ou auriez dû savoir fausses, causant des retards et des dépenses inutiles. Il pourrait y avoir des conséquences. Le visage de Lorraine devint cendré. Kyle chuchota urgemment à Gérald, qui secoua la tête. Le juge Walsh se tourna vers moi, l'expression adoucie. Madame Thompson, je suis désolé pour l'épreuve que vous avez endurée. La maison est à vous. La succession sera clôturée dans les 30 jours et vous recevrez le titre de propriété complet, libre et quitte. Le marteau tomba avec un claquement sec. C'était fini. La maison était à moi. Lorraine avait perdu. Je restais assise, parfaitement immobile, alors que les gens bougeaient autour de nous. Le personnel du tribunal rassemblant des papiers, les spectateurs sortant. Angela parlait, mais je ne pouvais pas encore entendre. Tout ce que j'entendais, c'était ce marteau, final et absolu. De l'autre côté de la salle d'audience, Lorraine me fixait avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité, comme si elle n'avait jamais imaginé que ce moment pourrait arriver. Mais il était arrivé. 3 semaines après le verdict, la maison s'est vendue. L'acheteur était un jeune couple de Floride, une infirmière et un enseignant, qui déménageaient à Asheville pour le travail. Ils avaient 2 jeunes enfants et un Golden Retriever. Ils ont visité la maison un samedi matin et ont fait une offre cet après-midi-là, $438 000. Angela a examiné le contrat. Vincent a aidé à coordonner la dernière visite. La clôture a duré moins d'1 heure. J'ai signé les papiers dans un bureau tranquille du centre-ville. Le représentant de la société de titres a souri et a fait glisser le relevé de règlement sur la table. Après les frais de succession, les frais d'avocat et les frais de clôture, environ $18 000. Je suis reparti avec $420 000. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Lorraine et Kyle n'étaient pas présents. Ils avaient complètement disparu d'Asheville. J'ai appris par Helen Murphy qu'ils avaient déménagé à Charlotte, bien que personne ne sache où exactement. La suspension de la licence immobilière avait été finalisée. Le dépôt de divorce avait été effectué. La copropriété avait été saisie en mars. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai seulement ressenti une tristesse calme et lointaine pour la fille que j'avais connue autrefois, celle qui construisait des forts dans le salon et me demandait de lire un chapitre de plus avant de dormir. Cette fille était partie. Je ne savais pas quand je l'avais perdue. J'ai emménagé dans un petit appartement d'une chambre à West Asheville. Il avait des parquets, une cuisine en couloir et un balcon étroit qui donnait sur les montagnes. Ce n'était rien comparé au 847 Maple Ridge Drive. Mais c'était à moi, et c'était suffisant. Je l'ai meublé simplement. Un canapé d'un magasin de consignation, un cadre de lit d'une amie d'Angela qui réduisait ses biens, une table de cuisine que j'ai trouvée dans une vente de succession. J'ai accroché la courte pointe de ma grand-mère au mur. J'ai placé mes albums photos sur la bibliothèque. J'ai mis le cadeau que Robert avait le plus chéri sur la cheminée, là où je pouvais le voir tous les jours. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne et j'y ai déposé $350 000. Les $70 000 restants, je les ai gardés dans un fonds d'urgence, assez pour couvrir 5 ans de loyer, assez pour affronter n'importe quelle tempête. Pour la première fois en 18 mois, je pouvais respirer. Un dimanche matin de début juin, je me suis rendu au cimetière commémoratif de Green Hills. La tombe de Robert se trouvait dans le coin nord-ouest, sous un cornouiller qui commençait à peine à fleurir. La pierre tombale était simple. Son nom, ses dates et les mots « Marie et Père bien-aimé ». Je me suis agenouillé et j'ai placé un bouquet de lys blanc à la base de la pierre. L'herbe était douce et fraîche sous mes genoux.
Une brise agitait les branches au-dessus de ma tête, et pendant un instant, je pouvais presque entendre sa voix. « Batte-toi, Barbara. Tu as ma permission. » Je m'étais battu. J'avais gagné. Et maintenant, j'étais libre. « Merci », ai-je murmuré. Ma voix s'est brisée, mais je n'ai pas essayé de l'arrêter. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. Merci de m'avoir aimé assez pour te préparer au pire. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles. Un cardinal s'est posé sur une branche voisine et a chanté 1, 2, 3 fois. Je suis resté longtemps. J'ai parlé à Robert de l'appartement, du procès, de la façon dont Angela s'était battue pour moi, de la façon dont Vincent avait tout documenté, de la façon dont Harold avait témoigné. Et quand je me suis enfin levé pour partir, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Robert était parti, la maison était partie, Lorraine était partie, mais j'étais toujours là. Et ça, ai-je réalisé, c'était suffisant. 6 mois plus tard, par un après-midi chaud de mai, Hélène appela. « Barbara, je pensais que tu devrais savoir. J'ai eu des nouvelles de Lorraine par le réseau du quartier. J'étais sur mon balcon en train de lire. Le parc en contrebas était plein d'enfants qui jouaient. J'ai posé mon livre. Qu'y a-t-il ? Sa licence immobilière a été suspendue. 2 ans. La commission immobilière de Caroline du Nord a cité des violations de l'éthique liées à des transactions de l'année dernière. On dit que plusieurs clients ont porté plainte après que l'affaire judiciaire soit devenue publique. J'ai fermé les yeux un instant. Quoi d'autre ? Kyle a demandé le divorce il y a 3 mois. C'est finalisé. Il n'avait presque plus rien à se partager. La copropriété a été saisie en mars. Quelqu'un a vu Lorraine charger des boîtes dans un garde-meuble, seule. Où est-elle maintenant ? Personne ne le sait avec certitude. Quelqu'un a dit qu'elle loue une chambre près de Charlotte et travaille comme assistante administrative. Après avoir raccroché, j'ai appelé Angela. Nous étions restés en contact. Un café de temps en temps. Une amitié confortable. J'ai entendu, a dit Angela quand j'en ai parlé. La suspension de la licence a fait la une du bulletin juridique. Le procureur a décidé de ne pas poursuivre au pénal. Ils ont estimé que le jugement civil et les conséquences professionnelles étaient suffisantes. Pas de prison, alors. Non. Le renvoi du juge Walsh a déclenché l'enquête de la commission immobilière, ce qui lui a coûté sa licence. Mais la fraude criminelle envers le tribunal est difficile à poursuivre. Honnêtement, je pense qu'ils ont estimé qu'elle avait déjà assez perdu. L'avait-elle ? Elle avait perdu sa carrière, son mariage, sa maison, sa communauté, sa réputation, toutes les conséquences des choix qu'elle avait faits. Vous sentez-vous vengé ? Demanda doucement Angela. Non, dis-je, surprise de la véracité de cette réponse. Je suis juste triste que ça en soit arrivé là. Triste qu'elle n'ait pas pu voir une autre solution. C'est généreux de votre part. Ce n'est pas de la générosité, c'est du deuil. Je regardais West Asheville. C'est toujours ma fille. Je ne voulais pas ça pour elle. Après avoir raccroché, je suis resté assise tranquillement. Une victoire sans joie, une justice sans satisfaction. Mais certaines nuits, je pensais encore à cette petite fille qui aidait son père à planter des rosiers. Et je me demandais si elle se souvenait aussi de ces jours-là. Le lendemain matin, j'ai repris mes habitudes, bénévolat à la bibliothèque, café avec Hélène, soirée tranquille avec des livres. Ma nouvelle vie, simple et paisible. La vie pour laquelle je m'étais battu, la vie que j'avais méritée. 18 mois après l'ultimatum de Lorraine, j'étais assise en tailleur sur le sol de la section pour enfants de la bibliothèque de West Asheville, entouré de 8 ans, m'écoutant lire Max et les Maxi-Monstres. Leur visage était captivé, les yeux écarquillés au moment où Max s'embarque pour trouver les monstres. Je faisais du bénévolat ici 3 matins par semaine depuis janvier. La bibliothécaire en chef, Carole, se souvenait de moi de mes années d'enseignement et m'avait accueilli avec une étreinte et une pile de livres d'images. Nous avons besoin de gens qui savent comment faire aimer la lecture aux enfants, avait-elle dit. Vous avez toujours eu ce don. Après l'heure du conte, je rangeais des livres dans la section pour jeunes adultes quand j'ai entendu une voix familière. Madame Thompson, toujours en train d'organiser par auteur, à ce que je vois. Je me suis retourné pour trouver Angela debout,
tenant 2 tasses de café du café d'en bas. Les vieilles habitudes, ai-je dit en souriant. Vous n'étiez pas obligé d'apporter du café. Je le voulais. En plus, j'étais dans le quartier. Elle m'a tendu une tasse, noire, un sucre, comme je le buvais depuis l'université. Elle s'en souvenait. Nous nous sommes assises à une table d'études près de la fenêtre, le soleil de l'après-midi réchauffant l'espace entre nous. « Comment allez-vous » demanda-t-elle. « Bien. Vraiment bien, en fait. Je le pensais. Le conseiller financier que vous m'avez recommandé a été merveilleux. Mes investissements performent régulièrement. Rien de spectaculaire, mais des rendements constants. Je vis confortablement de ce qu'ils génèrent, plus la sécurité sociale. Je n'ai pas touché au fonds d'urgence. 350 000 $ investis, 70 000 $ de liquidité. Exactement. C'est plus de sécurité que je n'aurais jamais espéré avoir à 66 ans. Angela a souri. Vous l'avez mérité. Entièrement. Nous sommes restés assis en silence, regardant les gens aller et venir. Des étudiants avec des sacs à dos, des parents avec des tout-petits, des personnes âgées lisant des journaux. Pensez-vous parfois à la maison, demanda doucement Angela. Parfois. Surtout, je pense à Robert. Les bonnes années, la vie que nous avons construite. La maison n'était que le contenant. J'ai fait une pause. Je suis passé devant il y a quelques mois. La nouvelle famille a des jouets dans le jardin maintenant. Il y a une balançoire en pneus sur le chêne. Robert aurait adoré ça. Et Lorraine ? J'ai pris une grande inspiration. Je pense à elle aussi. Je me demande si elle va bien, où qu'elle soit. J'espère qu'elle trouvera quelque chose de mieux. Mais je ne peux pas régler ça pour elle. Je l'ai appris à la dure. Angela a tendu la main et a brièvement serré la mienne. Ce que j'admire le plus, c'est la façon dont vous avez traversé tout ça sans devenir amère. C'est rare. J'ai été en colère pendant un certain temps. Blessée, confuse. J'ai baissé les yeux sur mon café. Mais rester en colère, c'était comme transporter la boîte à outils de Robert partout, c'était lourd et épuisant. À un moment donné, j'ai dû la poser. Que diriez-vous à quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire ? J'ai pensé à ces premiers jours terribles après l'ultimatum de Lorraine. Au moment où j'ai décidé d'appeler Angela. À chaque petit choix qui m'a mené de cette confrontation dans le salon à cet après-midi tranquille à la bibliothèque. Je leur dirai qu'ils sont plus forts qu'ils ne le pensent. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Que la famille n'est pas toujours le sang. Ce sont les gens qui se tiennent à vos côtés quand tout s'effondre. J'ai croisé le regard d'Angela. Et parfois, la vie que vous sauvez est la vôtre. Angela hocha lentement la tête. C'est une sage parole, Barbara. Durement acquise, ai-je dit. Après son départ, je suis retourné ranger les livres. Mes mains se déplaçaient automatiquement, trouvant les bons endroits, créant de l'ordre à partir du chaos. Une petite chose, mais satisfaisante. Par la fenêtre, je pouvais voir les montagnes au loin, les mêmes montagnes que Robert et moi regardions depuis notre terrasse arrière. Elles semblaient différentes d'ici, mais elles étaient toujours belles, toujours debout, toujours chez moi. Je n'étais pas la même personne qui avait ouvert la porte à Lorraine ce samedi après-midi 18 mois auparavant. Cette Barbara avait été plus petite, plus incertaine, plus disposée à accepter tout ce que les gens qu'elle aimait décidaient être juste. Je savais mieux maintenant. Je savais que je méritais un endroit où me tenir, une voix qui comptait, une vie qui m'appartenait. Et je la vivais.